La réflexion que nous menons jusqu'ici considère en fait que toute communauté politique se construirait à partir du fait naturel de la violence des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, chez Hobbes, c'est parce que les êtres humains se font naturellement la guerre qu'ils décident collectivement de déléguer leur liberté naturelle à une autorité souveraine et extérieure, le Léviathan ou l'État, le roi, qui a pour rôle d'assurer leur sécurité. Dans ce cadre-là, la loi a alors un sens négatif. C'est une contrainte nécessaire pour contenir la violence des individus. Une violence donc naturelle. Puisque les humains sont naturellement méchants, il faut un pouvoir fort et potentiellement violent qui fait respecter des règles d'existence communes, qui garantit la sécurité de tous. Bon, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que derrière toute position politique, derrière toute philosophie politique, il y a souvent une métaphysique ou une anthropologie. Alors qu'est-ce qu'on appelle une métaphysique ou une anthropologie ? Alors la métaphysique, c'est une réflexion sur les grands principes qui gouvernent l'univers, le cosmos, les choses en général. Et l'anthropologie, c'est un point de vue qu'on va avoir, qu'on va adopter sur l'être humain, une certaine manière de le comprendre. Et donc, dans les philosophies politiques qui nous ont intéressés jusqu'ici, l'anthropologie, on va dire implicite, ou parfois explicite d'ailleurs, des théoriciens politiques comme Hobbes ou Machiavel, c'est bien qu'au fond, construire une communauté politique harmonieuse, c'est difficile, parce qu'il y aurait une sorte de violence fondamentale, de trouble, de chaos fondamental à l'intérieur des individus. Or, le problème, c'est que l'hypothèse d'une violence naturelle des êtres humains n'est pas nécessairement juste. Et il s'agit en fait d'un postulat, c'est-à-dire d'un axiome initial qu'il est possible de critiquer. Alors, ce qu'on appelle postulat en philosophie, c'est une idée qu'on va admettre, qu'on considère donc comme vraie, mais qu'on n'est pas capable de justifier, qu'on ne peut pas prouver. C'est un point de vue qu'on adopte par pétition de principe, mais sans être capable véritablement d'en donner les fondements. Bon, le postulat de la violence naturelle, c'est quelque chose qu'on peut peut-être fonder sur un sorte de constat empirique, par exemple. On semble percevoir une violence fondamentale ou naturelle ou résiduelle chez les êtres humains, mais on ne peut pas être certain finalement que cette violence est vraiment naturelle. C'est bien le caractère naturel de la violence qui est très important à discuter ici. Nous pourrions par exemple adhérer au contraire à une philosophie de type anarchiste, c'est-à-dire à une pensée politique qui rejette la prééminence d'une entité souveraine au-dessus des individus. Et cette philosophie anarchiste, donc qui rejetterait la légitimité, l'intérêt même de l'État, comme structure légale qui permet d'ordonner une communauté politique, comme une forme d'extériorité qui permettrait aux individus de se coordonner, de s'harmoniser entre eux. Une telle philosophie dirait par exemple que l'État n'est pas une réponse à la violence des individus, pas du tout quelque chose qui empêche la violence des individus, mais bien en fait la cause essentielle de la violence dans une société politique. Alors pour bien comprendre cette hypothèse, il faut comprendre que l'anarchie désigne bien dans le langage courant, quand vous l'employez entre vous, qu'on l'entend être employé la plupart du temps dans les discussions, ça désigne le désordre, le chaos, le retour à un mode conflictuel de rapport social. Mais en fait, un tel emploi de l'anarchie, c'est un emploi négatif du concept. C'est-à-dire, c'est une critique, finalement, de l'anarchie. Mais en son sens strict, l'anarchie désigne en fait un mode d'organisation sociale qui n'implique pas d'autorité supérieure. Anarché, arché en grec c'est la structure, le pouvoir, et le an ici est privatif, donc l'anarchie littéralement c'est sans pouvoir, sans structure. Bon, donc on imagine dans une position anarchique qu'il n'y a pas besoin d'une autorité supérieure, de pouvoir hiérarchique pour organiser une communauté politique.
Proudhon, par exemple, qui est un anarchiste très célèbre, très important, résume l'anarchie par cette phrase « L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir ». Donc, la pensée anarchiste, la plupart du temps, ne pense pas du tout le chaos, ni le désordre, au contraire. Le but de l'anarchie n'est pas de fonder une communauté politique sur un chaos indescriptible où tout le monde ferait ce qu'il veut. Non, non, c'est plutôt l'idée qu'il y a un ordre, qu'il est possible qu'il y ait un ordre, mais que cet ordre n'a pas besoin d'être structuré, investi, organisé par un pouvoir extérieur. En fait, ça paraît très contre-intuitif quand on y pense comme ça, l'idée qu'un ordre pourrait émerger sans qu'il y ait une structure de pouvoir qui l'oblige, mais dans notre quotidien, on fait l'expérience de ce type d'organisation spontanée sans le secours d'une autorité extérieure, supérieure et coercitive, c'est-à-dire pouvant nous obliger par la violence. Par exemple, quand une file d'attente s'organise, je sais pas, à l'entrée d'un concert par exemple. Bon, je parle d'une file d'attente qui s'auto-organiserait sans avoir besoin de vigiles, de cordons, etc. Ça existe, hein. Bon ben, une file d'attente qui s'organise tout seul devant un guichet, ben, c'est une anarchie. Il n'y a pas eu de chef pour dire bon ben, on va mettre les gens les uns derrière les autres, il n'y a pas de chef pour empêcher les uns ou les autres de passer devant les autres. Bon, il n'y a pas d'autorité, pas de sanction pénale, mais il y a quand même un ordre qui émerge de l'auto-organisation et de l'autogestion des individus. Et évidemment, s'il y a un individu qui essaie de resquiller, bon, il va y avoir des phénomènes collectifs pour que l'ordre soit rétabli. Bon, ce cas-là, il est assez régulier finalement. Donc, il existe évidemment un très grand nombre de courants anarchistes, et on ne peut pas résumer l'anarchie en une seule doctrine, qui résumerait entièrement les différentes versions de cette pensée politique. À vrai dire, si je voulais faire un cours sur l'anarchie, il me faudrait des heures et des heures, des mois et des mois. Bon, toutefois, le diagnostic initial de ces doctrines est souvent la reconnaissance du fait que la violence, la criminalité, le mal social, ne sont pas des phénomènes résultant d'une nature mauvaise de l'être humain, mais plutôt d'une corruption par l'ordre social actuel. Ainsi, loin de nous prémunir de la violence d'État, la violence du pouvoir souverain, serait en fait le modèle fondamental et l'explication des violences au sein de la société. Finalement, l'une des critiques que nous pourrions faire du modèle d'explication hobbésien de la naissance de la politique, comme lutte contre l'insécurité naturelle et perte de la liberté naturelle, est que la violence contre laquelle l'État devrait avoir été institué serait en fait le fait initial de l'État lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire cette hypothèse ? Ça veut dire que la violence politique serait finalement le moteur d'une corruption d'une nature humaine initialement harmonieuse et capable de faire coexister les individus sans passer nécessairement par la violence. Alors ça c'est très important comme idée. Vous avez peut-être un peu le cliché d'une nature qui serait fondamentalement conflictuelle. On a l'idée, par exemple, que les espèces entre elles se vouent une sorte de concurrence acharnée, sont prêts à se détruire, à se tuer les unes les autres pour gagner leur droit à la survie. Bon, ça c'est un point de vue en fait, et c'est un point de vue qui est socialement et culturellement situé. Par exemple, les études en biologie, en écologie contemporaine, tendent à montrer qu'il y a peut-être autant, sinon plus, de phénomènes de symbiose, d'harmonisation, d'entraide dans la nature, interespèces par exemple, que de conflits. Ça veut dire que l'idée que la nature serait fondamentalement violente et conflictuelle, c'est pas du tout une idée évidente quand on étudie vraiment la nature. C'est donc une position philosophique qui est plutôt peut-être l'héritage d'un constat que l'on fait en société. Et donc l'hypothèse des anarchistes, et d'autres, c'est de dire finalement la violence que l'on voit en société, elle n'est pas le résidu d'une violence naturelle qu'il faudrait contenir encore plus, mais peut-être le résultat d'une société mal organisée. Et donc il y aurait un paradoxe, c'est qu'on produirait un État violent pour contrer une violence qu'on imagine naturelle, alors qu'en fait c'est précisément la forme de cet État qui produirait la violence que l'on essaie d'éviter. C'est très important, cette hypothèse-là, parce que elle va permettre d'investir toute une autre pensée politique. Une telle hypothèse rejoint celle formulée par exemple par Jean-Jacques Rousseau, qui n'est toutefois pas du tout un penseur anarchiste, mais qui considère que l'être humain n'est pas naturellement méchant, mais que sa méchanceté, son égoïsme,
le privilège qu'il accorde toujours à ses propres intérêts n'est pas le fait d'une nature mauvaise, mais bien d'une corruption de cette nature par une société qui est mal fondée et par l'institution politique de l'inégalité entre les êtres humains. Alors on va y revenir, mais pour le dire en 2 mots, Rousseau dit en fait si les gens sont méchants, s'il y a des crimes et de l'égoïsme dans la société, c'est parce que la société et l'État est organisé de telle sorte que pour y réussir, pour s'en sortir, il faut être égoïste et méchant. Donc en fait c'est l'État et la société dans sa corruption qui invite à la méchanceté et pas du tout la nature de l'être humain qui, on va dire, n'est pas bon. On dit parfois l'homme est bon, chez Rousseau c'est un peu plus complexe, on va dire qu'il est naturellement neutre. Il y a une forme de neutralité et donc plutôt de susceptibilité au bien, c'est-à-dire il va plutôt tendre vers le bien parce qu'il est neutre. Bon, ça a beaucoup d'importance, cette idée-là. Et finalement, elle renverse complètement le postulat de Hobbes, parce que dans ce cas-là, le contrat social vise pas à se protéger d'une violence fondamentale et d'une insécurité fondamentale, mais vise autre chose. Donc la corruption politique serait la cause première de la violence des êtres humains entre eux. Et il faudrait donc faire 2 choses. Diagnostiquer, premièrement, les causes essentielles de cette corruption, d'où elle vient, et proposer, si cela est possible, un système alternatif. Et bien sûr, ce système alternatif, il implique de réfléchir notamment à l'origine d'un État qui serait bien fondé, et donc à l'origine de la loi. Et c'est donc ce qu'on va essayer de faire dans la 2e grande partie de ce cours.